Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ce journal, un culte écuménique a été célébré ce samedi 17 mai à Kinshasa en hommage aux soldats congolais tombés et ceux qui sont toujours au service. Et au Nigeria, les réformes pétrolières du président Bola Tinubu commencent à porter les fruits suite au regain d'intérêt des investisseurs. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal par cette information. En bref, le président togolais Faure Gnassingbé a réuni ce samedi à Lomé les facilitateurs africains engagés dans la médiation pour la paix dans l'est de la RDC. Parmi eux figuraient plusieurs anciens chefs d'État dont Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta et Catherine Samba Panza. L'objectif, harmoniser les initiatives de paix de Nairobi et de Luanda à un processus unifié. Les participants ont insisté sur la coordination avec les organisations régionales et les partenaires internationaux. Washington a salué les avancées, soulignant le rôle clé du Togo dans les efforts diplomatiques. Et puis, un culte œcuménique a été célébré ce samedi 17 mai à Kinshasa en hommage aux soldats congolais tombés au champ d'honneur et ceux qui sont toujours au service, tenus au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom Gombe. Il a réuni les vice-premiers ministres de la Défense Guy Kabombo Mwanzavita et le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Jules Banza, Domomato pour les commentaires. Congo a rendu hommage à ses forces armées FARDC ce samedi 17 mai 2025 à l'occasion de la Journée nationale du soldat. Une cérémonie solennelle s'est tenue au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe à Kinshasa, présidée par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwanzavita. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza, ainsi que de plusieurs hauts gradés des FARDC et de la police nationale congolaise. Un culte écuménique a marqué cette commémoration en mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille et de ceux qui servent encore la nation sous le drapeau. Les aumôniers militaires représentant diverses confessions religieuses ont salué la bravoure et l'essence du sacrifice des forces armées congolaises. Au nom du commandant suprême des FARDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le VPM Guy Kabombo a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument, rendant ainsi hommage aux efforts déployés par les FARDC pour la défense de la souveraineté nationale, la préservation de l'intégrité territoriale et le patriotisme de Wazalendo. Et quels sont les défis de l'armée congolaise dans la matérialisation de sa volonté de puissance au cœur de la sous-région? Tentative de réponse avec José Junior Owawa. Pour son rôle dans la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le FARDC, l'armée congolaise, est resté depuis sa création l'un des symboles de l'unité nationale.
Composé de fils et filles venus de 26 provinces du pays, le FARDC ont toujours été sur tout le front pour sauvegarder le 2,345 410 km² hérité de la colonisation belge. Une tâche ardue, notamment en termes de rajeunissement du personnel, sa formation et son équipement pour une adaptation aux défis du monde moderne. Commencé en 2009, les réformes au sein de l'armée congolaise se sont poursuivies pour atteindre le point d'orgue avec l'avènement de la loi de la programmation militaire, avec comme ambition de parvenir jusqu'à plus de 1 milliard d'investissements. À ce jour, le budget de l'armée congolaise, considéré comme l'un des plus importants dans la sous-région, plafonne le FARDC au 8e rang de puissance militaire du continent africain. Cette volonté d'un pays dont l'armée monte en puissance devrait être accompagnée d'autres réformes dont la rationalisation de ses dépenses pour renforcer son efficacité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui le rappelle, dit ne ménager aucun effort pour matérialiser cette volonté de puissance et de dissuasion. Toujours dans le même registre, pour le 17 mai, journée des FARDC, la population quinoise rend hommage à ses soldats tout en appelant à un renouveau, une armée intègre, respectueuse de droits humains et engagée pour la sécurité de tous. Gigi Nende. Ce 17 mai, la République démocratique du Congo célèbre la journée dédiée à ses forces armées. Une occasion de rendre hommage à celles et ceux qui défendent la souveraineté nationale, surtout en cette période où le pays fait face à la rébellion. Mais au-delà des discours officiels empreints de fierté et de patriotisme, la voix du peuple congolais, notamment à Kinshasa, rappelle que cette célébration doit aussi être un moment de réflexion. Les Quinoises et Quinois, tout en reconnaissant l'importance d'une armée forte, appellent à une transformation en profondeur de cette institution. Ils dessinent le portrait du soldat qu'ils espèrent, un militaire professionnel, intègre, respectueux des droits humains et véritable garant de la sécurité de tous les citoyens. Je félicite les militaires surtout, bonne fête, parce que les hommes qu'on a bango, la bête bango nous sommes beaucoup, surtout au bazali na front. Et sengeli d'abord na ba militaire aye ba d'abord kotanga na kokoma ceux qui bozana militaire bozana ba policier oyo akota kelasi militaire wana policier wana ko se comporter comme il faut parce que tant akoti kelasi yemoko azoyeba mibeko elobi nini loi elobi nini. Sous l'égide des autorités, la population aspire à voir une armée réellement engagée dans la protection des communautés, ancrée dans une culture de discipline et de justice. Car pour les Congolais, célébrer les forces armées, c'est aussi exprimer l'espoir d'un avenir où celles-ci seront à la hauteur de leurs idéaux. Décrétée journée fériée, chômée et payée depuis 1997, la date du 17 mai est profondément ancrée dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Elle marque la prise de Kinshasa par l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, FDL, et la fin de 32 années de pouvoir de Mobutu Sese Seko. Cette journée symbolise la chute d'un régime dictatorial et l'accession au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, ouvrant une nouvelle ère politique dans les pays. Rositueux. Chaque année, la République démocratique du Congo se remémore la date du 17 mai 1997 qui a profondément marqué son histoire contemporaine. Ces jours-là, les troupes de Laurent Désiré Kabila, regroupées au sein de l'AFDLR, faisaient leur entrée triomphale dans la capitale, Kinshasa, mettant fin à l'un des régimes les plus longs et controversés de l'Afrique post-coloniale des Mobutu Sese Seko. Les régimes mobutistes, en place depuis 1965, avaient fini par s'effondrer sous les poids de la crise économique, de la corruption et d'un autoritarisme généralisé. Profitant d'un contexte régional explosif, l'AFDEL, soutenu par les puissances voisines comme le Rwanda et l'Ouganda, lança une offensive militaire qui traversa le pays de l'est vers l'ouest en quelques mois. Le 17 mai 1997, c'est donc la victoire militaire de l'AFDEL, mais aussi l'espoir d'un renouveau pour le peuple congolais. Laurent Désiré Kabila, qui deviendra chef d'État, incarna pendant un temps la promesse d'un changement profond. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le 17 mai est célébré comme une journée de libération. Toutefois, au-delà de la commémoration officielle, cette date doit inviter à une réflexion plus profonde sur le parcours politique du pays. Car si le départ des Mobutu a marqué la fin d'une ère, il n'a pas nécessairement inauguré celle de la stabilité
stabilité et de la démocratie tant attendue. Plus de 2 décennies après, les défis restent nombreux. Gouvernance, sécurité, justice sociale et respect des droits humains. C'est pourquoi cette journée ne devrait pas seulement être fêtée, mais servir des miroirs et des repères pour mesurer les chemins parcourus et celui qui reste à tracer. Ces souvenirs du 17 mai, c'est aussi reconnaître la nécessité d'un Congo véritablement libre, juste et équitable. Autre chose, avant de rentrer à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a mis à profit son séjour dans la capitale mondiale du Colbert pour inspecter divers chantiers en phase de finition à Kolwezi. Cette visite de terrain s'est déroulée aux côtés de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que de plusieurs responsables provinciaux dans Momat. Province du Lualaba, la première ministre Judith Suminwa a effectué avant son retour à Kinshasa une série de visites sur plusieurs sites d'infrastructures en cours d'achèvement à Kolwezi. Parmi les étapes de cette tournée figure le nouveau bâtiment administratif qui doit prochainement accueillir les services provinciaux ainsi que le nouvel hôtel du gouvernorat construit en 18 mois à proximité de l'ancien. L'hôpital de référence Mwangeji a également été inspecté. Cette structure médicale récemment bâtie vise à renforcer la prise en charge sanitaire dans la région. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à l'orphelinat Denise Nyakiru Tshisekedi, situé dans le quartier Moussompo. L'établissement, qui peut accueillir jusqu'à 300 enfants, propose notamment des formations en couture et en informatique. Autre étape marquante, l'échangeur de Kolwezi en construction depuis juin 2022 sur un tronçon reliant l'aéroport international à la route nationale 39. Le travaux couvre environ 2500 mètres de chaussées bitumées. Avant de quitter la province, la première ministre a visité les installations de l'aéroport international de Lualaba, récemment modernisé en partie. Et à Kinshasa, le Centre de recherche en finances publiques et développement local a rendu public vendredi 17 mai son rapport de monitoring citoyen de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires dans 4 provinces, dont Kwango, Congo central, Kasaï et Kwilu. Rapport d'enquête révèle un écart important entre le coût estimé par les agents et la qualité des ouvrages. Suivez. Dans son rapport, le Centre de recherche en finances publiques et développement local a fait le point sur les avancées et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires dans les provinces du Kwango, Congo central, Kasaï et Kwilu. Il a également abordé l'utilisation par les agences d'exécution du projet, le PNUD et les CFF de fonds prêtés par les FMI à hauteur de 672 millions de dollars. Lors de son exposé, un écart important a été relevé entre le coût estimé par les agents et la qualité des ouvrages réalisés. Il se dégage un écart important entre les coûts estimés par les agences d'exécution et la qualité des ouvrages. On estime ça à pour la majorité autour de 200 000 dollars. Nous pensons que ça peut coûter moins que ça au regard de ce que nous avons visité. Par ailleurs, le CREFDEL a souligné dans son rapport l'irrégularité des écarts de gestion qu'il considère comme une violation du manuel de procédure en vigueur dans le pays. Le cadre de gestion de ces programmes est irrégulier. Pourquoi? Parce que cela viole le manuel de procédure en vigueur dans notre pays. Nous relevons aussi que le programme doit être repensé au regard des défis que nous avons retrouvés sur le terrain. Il ne faudrait pas que le programme soit centré sur les territoires, mais le programme doit changer pour devenir le programme de développement des entités territoriales décentralisées. Il a également recommandé au gouvernement d'organiser un audit sur l'utilisation des fonds alloués à ces programmes. Au regard de tout ce que nous avons constaté sur le terrain, notamment les taux d'exécution du volet PNUD dans la province du Kasaï, qui est à 0% sur les 99 ouvrages qui devraient être exécutés. Nous pensons que le délai étant de 6 mois et le délai est déjà épuisé, pour le moment l'État doit organiser rapidement un audit
sur les fonds alloués à ce programme. Notons que le loi des finances 2022-2023 ont prévu une allocation de 371,6 millions de dollars pour ces programmes. De son côté, le gouvernement a affecté 675 millions de dollars issus des droits de tirage spéciaux DTS aux dépenses du volet 1 du PDL 145 territoires, alors que le prévision s'est levé à 511 millions de dollars. Toutefois, le rapport de reddition des comptes 2022-2023 ne retrace qu'un décaissement de 9,9 millions de dollars, soit 2,6% du montant total payé de 675 millions de dollars. Une autre brève dans ce journal, un an après une allégation de harcèlement sexuel, le procureur de la CPI, Karim Khan, annonce le 16 mai qu'il prend un congé le temps de l'enquête menée par Léonie, le adjoint Achireron. Et puis le boxeur congolais Martin Bakolé va bientôt avoir un nutritionniste pour mieux encadrer son alimentation, a annoncé son entraîneur Billy Nelson. Les dernières prestations de Bakolé ont démontré qu'il a un surpoids causé notamment par son hygiène alimentaire. On va passer directement à la page internationale. Livré annuellement 37 200 tonnes de concentré de terres rares sur plus de 20 ans. Ce potentiel a suscité il y a quelques années l'intérêt du chinois Shenghe qui a acquis près de 20% d'intérêt dans la société australienne qui pilote le projet. Blaise Kuzola. Son arrivée à la tête du Nigeria en mai 2023, le président Bola Tinubu a placé la réforme du secteur énergétique au cœur de sa stratégie économique. Il a mis en place un bureau présidentiel dédié à l'énergie et engagé l'opérationnalisation du Petroleum Industry Act, un texte longuement entendu mais jusque-là mal appliqué. L'une des mesures phares a été la suppression des subventions à l'essence qui absorbait une part importante du budget de l'État au détriment des investissements productifs. Ces réformes étaient d'autant plus urgentes que le secteur pétrolier nigérian sortait de 8 années de stagnation sous la présidence de Muhammadu Buhari. Bien qu'il ait hérité d'un secteur affaibli, notamment par la chute de cours du brut entre 2014 et 2016, son incapacité à engager les réformes profondes réclamées de longue date a aggravé les fragilités existantes. Les appels des acteurs du secteur à appliquer rapidement le Petroleum Industry Act, pourtant promulgués dès 2021, sont restés sans réponse. Cette reprise en main commence à produire des effets concrets. En 2024, le Nigeria, qui n'a pas organisé des cycles d'octroi des licences d'exploration depuis 2007, a concentré à lui seul 3 des 4 décisions finales d'investissement enregistrées sur l'ensemble du continent africain dans les secteurs pétroliers, d'après les cabinets Wood Mackenzie. Un autre exemple est le développement du champ gazier d'Oubeta, découvert en 1965 mais jamais exploité. Total Energy et la NNPC ont décidé d'y investir 500 millions de dollars. Selon la conseillère spéciale à l'énergie du président Tinubu, Olu Vereyen, ce sont plus de 8 milliards de dollars qui ont été engagés en moins d'un an dans le projet lié au pétrole et au gaz en offshore. Cette relance repose sur 3 directives présidentielles adoptées en février 2024 qui ont revu le cadre fiscal applicable aux projets pétroliers et gaziers, notamment en eau profonde. À présent, là, je vous propose de suivre un élément sur la terre rare en Chine. La Chine a représenté 69% de la production mondiale de terres rares. Cette domination est un atout commercial et géopolitique pour Pékin dans sa rivalité avec les États-Unis notamment. Le 4 avril dernier, le gouvernement chinois a par exemple imposé des restrictions à l'exportation sur 7 éléments des terres rares en réponse à l'augmentation du droit de douane du président américain Donald Trump visant l'empire du millier. En parallèle, l'acquisition de projets étrangers comme
Gwalia permet à la Chine de contrôler aussi une partie des autres sources d'approvisionnement. L'Afrique, qui abrite d'importants gisements en Afrique du Sud, en Namibie, en Angola et en Ouganda, s'impose comme une zone stratégique dans cette offensive. Dans cette optique, des entreprises chinoises pourraient davantage s'intéresser aux projets africains de terres rares, ce qui peut renforcer la concurrence entre puissances autour de ces gisements. Sur le continent, les États-Unis et l'Union européenne ont multiplié les initiatives pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en minerais critiques, notamment via les partenariats bilatéraux ou des soutiens à des projets portés par des compagnies occidentales. Reste aux États africains de s'assurer que cette compétition internationale se traduise par des retombées concrètes en matière de valeur ajoutée locale, d'emploi et de souveraineté minière. Avant de prendre les sommaires, j'ai lu d'abord cette brève illustrée alors que le derby quinois opposant l'ASB Club et le Daring Club Motema Pembe s'est soldé sous la marque des 0 buts partout ce samedi au stade de Martyr, au stade Tata Raphaël. Le match entre l'ASC Rangers et le tout-puissant Mazembe n'a pas eu lieu. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa a rendu le stade Tata Raphaël impraticable pour disputer cette rencontre qui a été repoussée à une date ultérieure. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal